La vérité révélée. Mick Jagger, le mythe, le père et le fardeau de la célébrité. Peu de légendes du rock ont vécu aussi hardiment, aussi chaotiquement et avec une telle longévité que Mick Jagger. Depuis son rôle de leader charismatique et co-auteur des plus grands hymnes du rock avec les Rolling Stones, jusqu'à son statut de père de 8 enfants avec 5 femmes différentes, la vie de Jagger est une fresque flamboyante tissée de scandales, de triomphes et de surprises permanentes. Derrière ses performances électrisantes, ses déhanchements emblématiques et cette énergie inépuisable, se cache un homme qui a passé des décennies entières à jongler avec les feux de la célébrité, les affres des dépendances, des relations tendues à la corde et des décisions personnelles qui ont choqué à la fois ses fans les plus dévoués et ses camarades de groupe les plus proches. Aujourd'hui, après plus de 60 ans passés sur la scène musicale mondiale et 81 ans de vie, Jagger lève enfin le rideau sur des vérités longtemps soupçonnées, murmurées dans l'ombre, mais rarement exprimées avec une telle franchise. Plongeons dans l'extraordinaire parcours d'un homme qui a radicalement changé le cours de la musique populaire et qui révèle maintenant les forces complexes qui l'ont véritablement façonné. Émergé de Dartford, les fondations d'une légende. Né en juillet 1943 dans la petite ville anglaise de Dartford dans le Kent, Michael Philip Jagger est venu au monde dans un climat d'incertitude planétaire. La Seconde Guerre mondiale faisait encore rage, projetant des ombres lourdes d'anxiété et de résilience sur toute la Grande-Bretagne. Sa famille lui a offert un équilibre fondamental entre fermeté et curiosité intellectuelle. Son père, Basil Joe Jagger, incarnait la discipline et la structure, travaillant comme professeur d'éducation physique et s'étant fait connaître pour avoir introduit le basketball dans les écoles britanniques, valorisant l'effort et la rigueur. Sa mère, Eva Ansley Marie, apportait quant à elle chaleur, vitalité et une touche d'audace au foyer familial. Coiffeuse de métier, elle portait en elle l'esprit libre de sa ville natale, Sydney en Australie, ainsi qu'une passion affirmée pour la politique conservatrice qui allait, à sa manière, façonner la vision du monde et le sens critique de son fils. Ensemble, ils offrirent au jeune Mick et à son frère cadet, Chris, un cadre stable, mais propice à l'éveil. Dès ses premières années, la musique sembla s'infuser naturellement dans l'âme de Jagger. Contrairement à nombre de ses contemporains issus de familles de musiciens confirmés, l'attirance viscérale de Mick pour le son venait de lui-même, une impulsion totalement personnelle et profonde. Il rejoignit la chorale de l'église locale enfant, non par obligation religieuse, mais par pur amour du chant et de la mélodie. Qu'il s'agisse d'un hymne sacré ou d'un air populaire grésillant à la radio familiale, Mick absorbait chaque note avec une soif insatiable. La BBC, avec sa programmation formelle et respectueuse, et Radio Luxembourg, au répertoire plus audacieux fait de rhythm and blues américain, devinrent ses professeurs informels. Il n'écoutait pas simplement, il étudiait, imitait les voix, et rêvait d'un monde sonore lointain. Septembre 1950 marqua un moment clé dans sa jeunesse lorsque Mick, alors âgé de 6 ans, entra à l'école primaire de Wentworth. C'est là qu'il rencontra Keith Richards, un camarade qui partageait sa fascination grandissante pour cette musique encore underground. Leur amitié fut immédiate, nourrie par des intérêts communs et les joies simples de l'enfance. Ensemble, ils jouaient, riaient et parlaient sans fin de la musique électrique qui les enthousiasmait tant. Mais la vie en décida autrement. En 1954, lorsque Mick avait 11 ans, les Jagger déménagèrent à Wilmington, rompant ce lien précoce. Les deux garçons suivirent alors des chemins séparés. Mick se plongea dans ses études au Dartford Grammar School, où il excella, mu par l'ambition intellectuelle et sans doute aussi par les attentes élevées placées en lui. Durant toute sa scolarité, Jagger jongla habilement entre deux mondes. D'un côté, il était l'élève appliqué et sérieux, décrochant 7 au level et 2 à level, se préparant à une carrière conventionnelle et respectée. De l'autre, il entretenait en secret sa passion musicale dévorante. À la fin des années 1950, adolescent, il forma un petit groupe de garage avec son ami Dick Taylor. Il reprenait avec un talent déjà évident des morceaux de Muddy Waters, de Little Richard, de Chuck Berry et d'autres héros du blues américain dont il traquait les disques avec un zèle quasi missionnaire. Pour eux, ces chansons n'étaient pas de simples airs mélodiques. Elles étaient des passerelles vers un autre monde fait d'émotions brutes, de rébellions farouches et d'une authenticité qui manquait au Londres de l'époque. Le véritable tournant, celui qui allait tout changer, survint le 17 octobre 1961. Ce matin-là, sur le quai numéro 2 de la gare de Dartford, Jagger aperçut un visage familier. C'était Keith Richards. 3 ans s'étaient écoulés depuis leur dernière rencontre d'écoliers, mais la connexion fut instantanée et profonde. Mick tenait sous le bras quelques disques précieux, parmi eux des albums de Chuck Berry et de Muddy Waters, et les yeux de Keith s'illuminèrent de reconnaissance. Cette rencontre fortuite n'était pas qu'une simple réunion d'anciens camarades.
C'était le réveil d'un partenariat musical qui allait bientôt, de manière irrévocable, bouleverser l'histoire du rock mondial. Dans les semaines suivantes, Mick et Keith commencèrent à se voir régulièrement. Ils écoutaient, jouaient ensemble et rêvaient d'une carrière musicale. Rapidement, ils reformèrent un groupe avec Dick Taylor, rejoint par Alan Etherington et Bob Beckwith, pour fonder The Blues Boys. Ils répétèrent sans relâche, cherchant à maîtriser le son brut, le son chargé d'âme du blues de Chicago qu'ils admiraient tant. À l'approche de 1962, leurs répétitions informelles et leurs petits concerts avec The Blues Boys ouvrirent la voie à une ambition beaucoup plus grande et plus structurée. Le trio rejoignit bientôt le talentueux Brian Jones et Ian Stewart. Ce qui avait commencé comme de simples sessions improvisées se transforma en quelque chose d'électrique, de viscéral. Les Rolling Stones étaient nés, non pas d'un plan marketing grandiose, mais de la passion et de l'audace de jeunes hommes à la poursuite acharnée d'un son qui allait bientôt captiver le monde. Conquérir le monde, l'ascension, les pertes et les scandales des Rolling Stones. Le parcours des Rolling Stones, d'espoir londonien mal dégrossi à icône mondiale du rock, est autant une histoire de musique novatrice que de défis incessants, de tragédies intimes et d'une survie tenace. Tout commença officiellement le 12 juillet 1962 au Marquee Club sur Oxford Street. Ce soir-là, ils ne s'appelaient pas encore The Rolling Stones, mais The Rolling Stones, un nom emprunté à une chanson de Muddy Waters qui traduisait leur profonde admiration pour le blues américain. Leur ascension fut fulgurante. Leur matériel était bricolé, en grande partie emprunté à des amis comme Alexis Cornet de Blues Incorporated, mais ce qui leur manquait en ressources, ils le compensaient par une énergie brute et indomptable. La formation initiale comptait Mick Jagger au chant, Keith Richards et Brian Jones à la guitare, Ian Stewart au piano, Dick Taylor à la basse et Mick Avory à la batterie. En 1963, la rumeur de leur concert rugueux et électrisant s'était déjà répandue comme une traînée de poudre. Cette année-là, les Stones obtinrent une résidence de 5 mois à l'Elphi Island Hotel, un haut lieu bohème sur la Tamise, une résidence qui affina leur son et resserra leurs liens en tant que groupe. À cette époque décisive, un jeune manager nommé Andrew Loog Oldham entra en scène. À peine dans la vingtaine, Oldham voyait les Stones non seulement comme un groupe talentueux, mais comme une marque provocatrice. Il façonna leur image en opposition aux Beatles, les rendant plus durs, plus dangereux, moins polissés et plus sexuellement ambigus. Mais la plus grande contribution d'Oldham fut de pousser Mick Jagger et Keith Richards à écrire leurs propres chansons. Réticents au début, ils libérèrent rapidement un partenariat d'écriture qui allait définir la musique rock pour des décennies entières. Leurs premiers titres originaux, The Last Time en 1965, puis le sismique I Can't Get No Satisfaction, les distinguèrent de manière radicale. Satisfaction captura la frustration bouillonnante de la jeunesse dans un monde en mutation, avec son riff saturé et ses paroles moqueuses et cyniques. La chanson atteignit la première place aux États-Unis et au Royaume-Uni, consolidant pour de bon l'image des Stones comme des rebelles à guitare. D'autres succès suivirent, Painted Black, Ruby Tuesday, Let's Spend Night Together, des chansons devenues des hymnes pour une génération avide de briser les conventions sociales. Mais avec la célébrité vint la surveillance policière et médiatique. En 1967, une série d'articles particulièrement agressifs pointa du doigt le mode de vie débridé des stars de la pop, plaçant les Stones au centre d'une vive controverse. Le premier article visait Donovan, mais le second s'attaqua frontalement aux Stones. Il affirma avoir vu Mick Jagger consommer de la drogue dans un club, même si l'on découvrit plus tard que le journaliste avait confondu Brian Jones avec Mick. Quoi qu'il en soit, le mal médiatique était fait. La police fit une descente au domaine Redland de Keith Richards. Jagger et Richards eurent des ennuis judiciaires pour ce qui était considéré comme des délits mineurs, mais la sévérité des peines suscitant la sympathie du public et alimentant un débat national sur l'équité du traitement des célébrités. Leurs peines, 3 mois pour Jagger et 1 an pour Richards, furent sévères, perçus comme un avertissement brutal adressé à la contre-culture. Le tollé fut immédiat. Même le Times, sous la direction conservatrice de William Rees-Mogg, prit leur défense en publiant un éditorial resté célèbre, Who Break a Butterfly on a Wheel, qui écrase un papillon sur une roue. En appel, les peines furent réduites, mais la réputation des Stones, celle d'or la loi incorrigible, était scellée dans l'imaginaire collectif. Puis vint une tragédie plus intime, plus dévastatrice. Brian Jones, le brillant multi-instrumentiste qui avait cofondé le groupe et lui avait donné son nom, se désintégrait sous l'effet de ses problèmes personnels et judiciaires. Il devint difficile pour lui de participer aux projets internationaux du groupe, l'isolant de plus en plus du noyau dur. En juin 1969, la situation devint insupportable. Jagger,
Richard et le batteur Charlie Watts rendirent visite à Jones dans sa maison du Sussex, Coachford Farm. Brian accepta de quitter le groupe. Il fut remplacé par le jeune et talentueux guitariste Mick Taylor. Moins d'un mois plus tard, le 3 juillet 1969, Brian Jones disparut tragiquement chez lui. Il avait 27 ans. Cette perte ébranla profondément les Stones. 2 jours plus tard, il devait donner un grand concert gratuit à Hyde Park, un spectacle qui prit alors des allures de commémoration funèbre. Vêtu de blanc, Jagger monta sur scène et lut des extraits d'Adonai, les élégies de Percy Bysshe Shelley pour John Keats. Puis, alors que des milliers de papillons étaient relâchés dans le ciel, le groupe entama son set. Des morceaux comme Honky Tonk Woman, sortis la veille, résonnèrent dans le parc, mêlant le chagrin à l'hommage. Mais le destin n'en avait pas fini avec eux. Le 6 décembre 1969, lors de l'Altamont Free Concert en Californie, ce qui devait être un Woodstock de la côte ouest tourna au chaos indescriptible. Les Stones, portés par le succès de Let It Bleed, avaient recruté des membres du club de motards Hell Angels pour assurer la sécurité, une décision désastreuse. L'atmosphère était lourde dès l'arrivée de Jagger, qui fut frappé au visage par un fan avant même de rejoindre la scène. La nuit tombée, pendant Under My Thumb, une altercation près de la scène tourna au drame, un jeune homme étant poignardé à mort, jetant une ombre indélébile sur ce qui devait être une célébration musicale. Les Stones, inconscients de toute l'horreur qui se déroulait, continuèrent à jouer, craignant qu'arrêter le concert ne déclenche une émeute. Ces événements tragiques furent immortalisés dans le documentaire Jim Shelter, les inscrivant à jamais dans l'histoire du groupe. Jagger avoua plus tard avoir eu une peur bleue ce soir-là, hanté par la proximité physique du danger et de la mort. La presse accabla le groupe pour les décisions qui avaient mené à la catastrophe. Ce qui devait couronner les années 60 comme un triomphe de paix et de musique devint au contraire un sombre symbole de la face cachée, de la face violente et sanglante de cette époque. À travers tout cela, les Rolling Stones ont tenu bon, meurtris, assagis mais pas brisés. Leur légende grandit non seulement grâce à leur musique, mais aussi parce qu'ils avaient traversé le feu et poursuivi leur route, conquérant le monde un scandale, une perte, une chanson rebelle à la fois. Les années de tension, l'effondrement des Glimétoins. Pendant une grande partie des années 1970, malgré les turbulences externes, le partenariat Jagger-Richard enchaîna les succès créatifs. Sticky Fingé, Exil en Mincein, Some Girls. Mais à l'aube des années 1980, les fissures s'élargirent pour devenir des gouffres. L'avènement de MTV bouleversa le monde musical et la soif d'expérimentation de Jagger, son désir de modernité, entra en conflit direct avec l'attachement viscéral de Richard aux racines blues des Stones. Lorsque Jagger lança sa carrière solo avec She's the Boss en 1985, puis Primitive Cool, Richard se sentit trahi et abandonné. Leur album de 1986, Dirty Work, refléta cette rupture. Ce fut un disque décousu où le groupe enregistra souvent séparément, l'antithèse de leur processus créatif habituel. Richard, blessé et plein de ressentiment, se moqua ouvertement de Jagger en le surnommant Brenda et Her Majesty, des pics acérés contre ce qu'il percevait comme un ego démesuré et un comportement de diva. Les mémoires de Richard, Life, n'épargnèrent pas Jagger, décrivant leur relation comme tendue depuis des décennies et l'accusant d'avoir laissé la célébrité lui monter à la tête de manière irréversible. Mais Jagger n'était pas non plus sans responsabilité dans l'alimentation de ces tensions. En acceptant un anoblissement en 2003, que Richard critiqua ouvertement comme incompatible avec leur image historique de rebelle, il creusa encore le fossé idéologique et personnel. Pourtant, derrière les pics publics et les années de silence, subsistait un lien complexe et infrangible que ni l'un ni l'autre ne pouvaient rompre. Comme l'a dit Richard avec une lucidité brutale, ils n'étaient plus amis, mais des frères, liés à jamais par la musique, par l'histoire commune et par le poids colossal de tout ce qu'ils avaient construit ensemble. Le père, l'amant, l'homme derrière le mythe. Pendant des décennies, la présence assurée de Mick Jagger sur scène, son charme magnétique et son énergie inépuisable ont défini ce que signifiait être une rockstar. Mais derrière les lumières éclatantes, les foules en délire et les riffs iconiques se cachait un homme dont la vie personnelle fut souvent aussi chaotique et turbulente que ses performances les plus déchaînées. Mick Jagger, malgré sa gloire et sa fortune, a mené une existence marquée par des relations complexes, des pertes déchirantes et le rôle discret, souvent méconnu, de père qu'il a façonné d'une manière que peu de gens comprennent réellement. La première véritable histoire d'amour de Jagger remonte au milieu des années 1960 lorsqu'il tomba amoureux de Marianne Faithfull, la chanteuse et actrice éthérée qui devint à la fois sa muse et sa partenaire pendant certaines des années les plus créatives des Stones. Ensemble, ils incarnaient les excès et la beauté de la scène londonienne des 60s. Mais leur relation, intense et passionnée,
fut marquée par la tragédie. En 1969, Faithfull tomba enceinte de Jagger, d'une fille qu'il prévoyait d'appeler Corinna. La joie fut de courte durée. Ils vécurent une perte extrêmement douloureuse à cette époque, un événement qui constitua un tournant tragique dans leur relation. Faithfull se souvint plus tard de cette période, expliquant comment chacun avait fait face au deuil. Elle s'enfonça dans ses propres démons tandis que Jagger se plongea de manière obsessionnelle dans le travail, sans doute pour gérer leur chagrin commun. Cette perte annonçait déjà l'instabilité profonde qui entrait nombre de ses relations futures. L'année 1970 fut l'année d'une nouvelle naissance et d'une nouvelle rupture. Jagger entama une liaison avec Marsha Tint, la chanteuse et actrice américaine au charme saisissant. Leur relation fut brève mais fondamentale. En novembre de la même année, Marsha donna naissance à Carrie Jagger, le premier enfant de Mick. La relation amoureuse prit fin, mais Carrie resta un point d'ancrage discret, un phare, dans la vie de Mick, une fille qu'il soutint, même si ses aventures amoureuses continuaient à faire les gros titres des tabloïds. Puis vint Bianca Pérez Mora Macias, la mondaine nicaraguayenne glamour, qui devint Madame Mick Jagger lors d'un somptueux mariage en 1971 à Saint-Tropez. Leur union sembla promettre un temps la stabilité. Ensemble, ils accueillirent Jade Jagger en octobre 1971. Mais la célébrité, la tentation constante et le rythme effréné des tournées de Mick eurent raison de leur couple. Bianca, farouchement indépendante et refusant ses infidélités répétées, demanda le divorce en 1978, citant ses innombrables liaisons comme cause de rupture définitive. Bianca déclara plus tard que son mariage s'était terminé le jour même où il avait commencé, un constat brutal sur le prix à payer pour s'unir au plus célèbre des séducteurs du rock. Sans perdre de temps, le cœur de Jagger, et ses autres appétits, trouva une nouvelle partenaire en Jerry Hall. La mannequin texane à la chevelure ensoleillée devint sa compagne la plus durable, leur relation s'étendant sur les 2 décennies suivantes. Leur relation débuta en 1977 et bien qu'ils ne l'officialisèrent que lors d'une cérémonie à Bali en 1990, union jugée ultérieurement invalide, leur vie commune donna naissance à 4 enfants, Elizabeth, James, Georgia et Gabriel. Mais même Jerry, avec toute sa grâce et sa patience, ne put supporter les infidélités de Mick. Sa liaison avec la mannequin et animatrice brésilienne Luciana Gimenez, à la fin des années 1990 aboutit à la naissance de son enfant Lucas. Cette révélation brisa ce qui restait de son union avec Jerry et en 1999, leur relation, comme tant d'autres avant elle, s'effondra. Peut-être la douleur la plus profonde et la plus intime de la vie de Jagger survint beaucoup plus tard, en 2014. En tournée en Australie, il apprit la disparition soudaine et tragique de sa compagne de longue date, la styliste Lauren Scott. Lauren, élégante, créative et d'une grande discrétion, avait été à ses côtés pendant plus de 10 ans, lui apportant un soutien silencieux que Mick connaissait rarement. Cette perte fut un choc immense. Pour une fois, le leader d'ordinaire si réservé montra une vulnérabilité rare et sincère, exprimant publiquement sa peine et son désarroi dans un message poignant. De cette obscurité naquit un chapitre plus apaisé et inattendu. Mick trouva du réconfort et un nouveau sens à la vie avec la danseuse de ballet américaine Mélanie Hamrick, avec qui il accueillit son enfant Devro en 2016. Jagger, alors âgé de 73 ans, se retrouva en terrain inconnu, un père vieillissant, apprenant à élever un jeune enfant, tout en réfléchissant à son parcours unique. À 80 ans, Jagger reconnut en interview que la paternité à ce stade lui semblait étrange. Il reconnut se sentir hors d'entraînement, expliquant que son approche était plus détendue, plus laisser-faire, comme il le disait, mais qu'il était déterminé à soutenir et à encourager le chemin unique que son fils choisirait. Accepter la vérité, la célébrité, un fardeau intellectuel. À 81 ans, Mick Jagger a commencé à livrer des réflexions qui font tomber le masque de la légende du rock intouchable. Dans de récentes interviews, il a parlé franchement des réalités souvent dures derrière la célébrité. Premièrement, Jagger admet qu'être une rockstar, malgré ses sensations fortes incomparables, l'a souvent laissé intellectuellement inassouvi. Il a décrit ce rôle, après des décennies de répétition, comme peu exigeant sur le plan intellectuel et a confessé que dans sa jeunesse, il avait sérieusement envisagé de devenir enseignant ou journaliste. Ces voies, selon lui auraient peut-être apporté un autre type d'accomplissement, une stimulation mentale différente. Sa fascination précoce pour l'écriture et la politique était authentique, et il lui arrive de se demander comment sa vie aurait évolué s'il les avait poursuivis. Deuxièmement, Jagger a également évoqué le coût émotionnel et psychologique du personnage public qu'il s'était construit. Les tournées incessantes, aussi grisantes fussent-elles sur scène, l'ont souvent laissé isolé et seul.
Il a parlé sans détour de moments de profonde solitude, notamment lors de longues absences loin de sa famille et de ses amis. Troisièmement, sa relation avec Keith Richards, bien qu'éternelle, reflète le prix de leur succès commun. Jagger reconnaît la rivalité qui, par moments, est devenue amère et destructrice. Les années ont apporté des affrontements autour du contrôle, de la vision artistique et des égos, des conflits qui ont mis à rude épreuve le lien né sur un quai de gare à Dartford. Pourtant, malgré toutes les tensions et les différends, Jagger admet que leur connexion musicale les a toujours ramenés l'un vers l'autre, plus forte que les mots prononcés ou écrits. Aujourd'hui, Jagger considère différemment sa place sur scène. La soif de domination s'est apaisée, remplacée par le désir de créer et de transmettre. Son travail récent sur Hackney Diamonds aux côtés d'artistes comme Lady Gaga et Paul McCartney reflète ce changement de perspective. Non plus prouver qu'il est le meilleur, mais transmettre l'héritage. Jagger plaisante à propos de l'idée de tournée posthume où la technologie pourrait un jour permettre aux Stones de continuer à jouer après sa disparition. L'histoire de Mick Jagger est faite de talents bruts, de tourments incessants et d'une transformation continuelle. Après toutes ces décennies, quelle est votre chanson ou moment préféré des Rolling Stones ? Partagez-le en commentaire.